Parce que le propos, quand tu fais de l'hypnose, en général, mais particulièrement avec des situations de névrose post-traumatique, c'est de considérer que le patient est dans une séance d'hypnose inachevée. Et ton boulot consiste à terminer. Enfin, c'est une façon, hein, c'est subjectif. C'est une façon d'envisager la pratique hypnotique, une séance d'hypnose inachevée. Ton boulot, c'est de terminer la séance d'hypnose. Évidemment, ça va demander peut-être plusieurs séances hein, pour faire ça. C'est le principe. Je vous expose un principe. Je ne vous expose pas une recette. Je ne vous en donnerai pas. Mais une méthodologie. Une manière de penser la situation. Donc, ton patient, il est dans une situation clinique qu'il te décrit. Observe-le d'un point de vue analogique. En quoi les signes cliniques qu'il présente ressemblent à des signes cliniques, entre guillemets, hypnotiques, et où, en quoi la situation dynamique dans laquelle il est ressemble à une technique hypnotique. Puisque l'hypnose, c'est quand même trois choses. Hein? Alors, on va laisser tomber hypnose, on va dire vélo. Et je vais me la péter un peu, parce qu'il faut bien qu'il y en ait au moins qui disent qui se la pètent, hein, parce qu'ils sont trop modestes, ou escrocs, enfin je ne sais pas, enfin, peut-être trop modestes. Donc moi, je vais vous montrer ce que c'est qu'un conférencier qui se la pète. Donc, j'affirme, je vous garantis, qu'en sortant d'ici, de fin de matinée, là, je ne sais pas à quelle heure on termine, toute votre vie, partout dans le monde, vous saurez reconnaître un vélo. Oui. Si, je vais faire ce qu'il faut. Donc, à la fin de cette matinée, attention, j'affirme les choses, mais je n'affirme que les choses que je peux prouver avec vous. C'est-à-dire qu'après l'enseignement haut de gamme dont vous allez pouvoir bénéficier, quand même, il faut appeler les choses par leur nom, hein, c'est un super avantage. À la fin de cette matinée, vous saurez reconnaître un vélo. Mais je ne vous garantis pas que vous sachiez en faire. T'entends le silence là? Ouais. Je sens que là, ça rigole pas. Hein? Ah ben c'est sûr, ça pédale. Mais, parce que ne pas savoir. Oui, alors. Après, vous apprendre à faire du vélo, c'est jouable. Ça va demander un peu plus de temps. Mais c'est pas parce que aussi tu sauras faire du vélo que tu sauras où aller avec. C'est ça l'hypnose. C'est qu'on a un héritage, unique dans l'histoire de la médecine et de la psychologie, c'est que ce mot désigne à la fois un état, les moyens de l'obtenir et ce à quoi il sert. Il ne faut pas t'étonner qu'il y ait des divergences, des incompréhensions et des troubles avec ça. Voilà. Donc, c'est comme ça. Alors, quand vous êtes en situation clinique, observez votre patient de ce point de vue qui est qu'est-ce qui, dans sa pathologie, est de l'ordre de l'état, de la dynamique et du but. Parce qu'en dessous, depuis 1889, date du premier congrès international, un gros boulot a été fait lors du premier en estimant que l'état hypnotique était physiologique. Et ce n'est pas parce que c'est physiologique que pour autant tu sais t'en servir. Il y a des tas de choses qui sont physiologiques et qui nous aident à vivre, comme respirer. Mais respirer, c'est normal. Il y a des troubles de la respiration, mais faut-il encore avoir une formation particulière pour aider les gens à mieux respirer, à mieux vivre. C'est pareil pour l'hypnose. Ce n'est pas parce que c'est physiologique que tu vas traiter. Il faut quand même être un thérapeute et dans sa spécialité. Elle est venue me voir parce qu'elle voulait. Non, je ne veux pas faire d'acupuncture, je veux juste parler avec vous, parce qu'on peut parler. Donc, j'ai fait que là, par exemple, en termes techniques, que du conversationnel. Tu ne pourras faire avec efficacité, efficience et développement de l'hypnose conversationnelle que si tu as une très bonne expérience d'hypnose formelle, avec toutes les techniques. Si tu ne sais pas faire ça, c'est même pas la peine de penser que tu fais de l'hypnose conversationnelle. Tu fais ce que tu veux, mais ça ne peut pas s'appeler l'hypnose conversationnelle. Pour parler de conversation,
et vous donner aussi une autre définition que j'ai moi de l'hypnose. Pour moi, l'hypnose, c'est une langue vivante. Avec un territoire, bien sûr. Ça peut être le territoire de l'imagination, de l'imaginaire. Alors, de la même manière que tu peux aller à l'étranger, et tu peux parler la langue du cru, et c'est bien, mais tu peux te contenter, parce que c'est comme ça, d'un petit lexique qui te permet de dire bonjour, merci, au revoir, excusez-moi, où est la gare, où est-ce que je peux trouver un hôtel, c'est-à-dire un petit lexique qui est de l'ordre du pratique. Ben, ceux qui font ça, une transposition des mots « attention, n'ayez pas peur, je vais vous piquer, ça fait pas mal », qui transposent ça en quelque chose de plus simple, ils sont à ce niveau d'entrer dans un pays étranger. C'est bien, parce que c'est mieux pour pouvoir échanger, mais c'est loin d'être capable de tenir une conversation dans la langue étrangère. Et quand tu sais bien parler la langue étrangère, c'est encore mieux quand tu penses dans cette langue. Et c'est ça le propos. C'est qu'il y a quand même des degrés dans l'usage de l'hypnose qui devient un mode de pensée, au-delà d'une quelconque technique. Alors, l'hypnose conversationnelle, c'est ça. C'est quand tu es dans ce mode de pensée qui fait que tu peux te passer, parce que tu estimes que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui, de faire une hypnose formelle. L'hypnose, hein, je vous dis, c'est pas facile. L'hypnose, apprendre l'hypnose et pratiquer l'hypnose, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est quelque chose qui est compliqué. Ça peut être ludique, ça peut être drôle, ça peut être plein de choses. Ça peut être facile d'abord, mais à pratiquer en continu, et aussi de cette façon-là, ça demande du temps, quoi. J'explique pas, je fais faire une expérience. Et quand j'explique, c'est simplement une séquence d'acceptation. Je dis un twist. Je n'explique pas. Je dis des choses pour le prendre au niveau émotionnel et diminuer son anxiété, mais pas pour lui donner une connaissance. C'est que aussi souvent, je ne sais pas ce que je vais faire. Et oui. Et non, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais comme avec vous. Attendez. C'est pas que je vous considère comme des malades traumatisés, non. Et je ne sais pas ce que je vais faire. Parce que c'est une position, je prends une position, enfin, c'est facile. C'est compliqué parce qu'on l'a prise avant moi, cette position. Et je l'ai écoutée et je la saisissais pas trop. Non, mais ça n'empêche pas qu'on puisse en parler, si ce n'est l'expliquer. C'est-à-dire que je ne me préoccupe pas de ce que je vais faire. Je suis là. L'important, c'est d'être là. Vous êtes très nombreux. Je sais que le truc, c'est traumatisme, ok? On peut le voir de plein de façons. On a un temps limité pour ça, parce qu'on ne va pas aborder toutes les façons de discuter du terme traumatisme avec l'hypnose et comment s'en servir. Et puis moi, je tâche de capter, en même temps que je vous parle, de capter un peu certains, comment ils réagissent verbalement, non verbalement. Et ma conférence, je l'improvise. Je n'ai pas mis de PowerPoint, là, tu vois. Premièrement, j'en avais avant, un peu. J'en avais un peu. Maintenant, j'en ai plus. J'en ai là. Je peux en montrer un ou deux, mais c'est pas comme ça que je pratique. Je pratique comme ça, en impro. C'est la même façon. Ce que je vous montre là, c'est la façon aussi dont je travaille avec des patients. Je ne sais pas. Donc, à vous, je vous explique aussi comment j'explique. Avec eux, c'est plus direct. Tu vois, ce côté digressif, d'un coup, je passe à une autre chose comme ça. Après, quand on met sur ses pas, si on peut continuer, ça fait qu'à la fin de la journée, c'est un peu comme ça, quoi. Alors, il t'a dit quoi? Je dis bon. Après, il faut décompter. Ça, c'est un autre procédé qui est important, c'est que tu ne bouges pas et tu laisses se séparer les différents éléments qui sont mêlés autour de nous. Et ça, c'est important aussi, c'est une technique pour faire autre chose. Après tu utilises aussi, c'est un message aussi pour vous, si tant est que j'explique, dire que je suis un spécialiste, enfin, pour me la péter un peu, mais il faut bien que j'assume, hein, j'ai dit je vais me la péter, il faut que je me la pète. Donc je me la pète en étant un spécialiste du flou. Du flou. Donc après, au bout d'un moment, les gens ils cessent de poser des questions. Parce que les réponses, je les donne. Je donne les réponses. Mais ils en ont pour un moment. Hein. C'est plus long de la réponse que de poser des questions. Donc ils préfèrent éviter. Ou alors, ils posent la question dans leur tête et ils m'entendent répondre. Ce qui est aussi utile. Donc c'est comme ça, toi, c'est encore plus discret et indirect. Bon, mais
ça demande un peu plus de pratique et aussi un style. C'est ce que je veux aussi vous dire, c'est que prenez dans les différents conférenciers que vous avez ici et qui sont invités, indépendamment de technique et d'illustration, aussi de style. Parce que l'hypnose, c'est quand même intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'on peut exprimer sa personnalité. Parce que ce qui est efficace, c'est pas la technique, c'est toi. Et c'est une façon d'être en relation. Et c'était comme ça. Pour le patient, l'important c'est que ça fonctionne, c'est pas que ça soit vrai. C'est que ça soit efficace. Donner une représentation et qui permet, grâce à ça, de travailler avec des allergies. Comme par exemple, s'ils ont un filtre devant eux, avec lequel ça arrête les pollens. Parce que vous connaissez bien ces expériences où les gens voient un bouquet de fleurs et déclenchent une crise d'asthme, alors que le bouquet de fleurs est en plastique. Et la crise d'asthme, elle est authentique. Parce que tu as tous les facteurs biologiques qui sont activés. À partir de la représentation que tu t'en fais, mais ça marche dans l'autre sens. Ça, tu peux le dire comme tu veux, mais il n'empêche que si tu l'acceptes, alors tu fais l'hypnose de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus étendue. Beaucoup plus étendue. Tu reprends le processus qui est pathologique à ton compte et tu le mets au service, en tant que processus, tu le mets au service de la thérapie du sujet. Si vous avez cette capacité après à fonctionner de manière analogique en permanence, ça fait gagner du temps. Pour vous, hein, pas pour le patient, c'est pas ça le péché, mais pour vous. Mais en tout cas, s'entraîner à le faire. Et voir la part un peu étonnante de l'ordinaire. C'est-à-dire ce corps ta conscience du corps qui s'étend au-delà du corps lui-même. Ce que tu vois chez les sportifs. Par exemple, les faire des sur-pistes, font de la course, ils savent très bien où sont les gens derrière eux. Ils ne les voient pas. C'est quand ils commencent à regarder qu'ils sont en faiblesse. Et ils sentent très bien, ils savent où ils sont, ce qu'ils font. Je vais vous donner un exercice à faire, pas là parce que ça va être quoique, et c'est un peu compliqué, mais vous pourrez le faire en sortant tout à l'heure. C'est un exercice discret qui se fait individuellement et dans la rue de préférence. Il faut réunir successivement les situations suivantes. C'est que tu marches dans la rue. Il vaut mieux que tu n'aies pas trop de bazar qui te parasite ou qui t'attire ton attention, tu marches avec aucun objet. Pas de sac, un truc comme ça. Il faut rester dans une certaine liberté de mouvement. Tu marches jusqu'à temps que tu trouves que le rythme dans lequel tu es régulier. Tiens, dans l'amplitude des pas et dans leur renouvellement. Quand tu sens que tu es dans ce mouvement-là régulier, c'est bien. En continuant d'être dans cet ici et maintenant en mouvement, c'est sûr, tu fixes devant toi, tu cherches un point devant toi à peu près à 8 mètres. Hein, un truc comme par exemple là, à la hauteur de votre position dans les chaises. Et quand tu vois le point, n'importe lequel, hein, ça peut être une marque sur la route, peu importe, un point que tu peux repérer, alors le jeu consiste à savoir quel pied va se poser là. Pas à poser le pied gauche, à savoir quel pied va se poser. Parce que poser le pied gauche ou le pied droit, c'est ce qu'on fait tous les jours intuitivement, et c'est très bien, ça nous protège. C'est pour ça qu'on peut faire plein de choses en même temps, porter des sacs, parler, regarder ici et là, parce qu'on a des capteurs qui ont vu l'obstacle, le trottoir, le trou, l'arbre, et qui calculent ce qu'il faut faire pour qu'on puisse l'éviter, on fait un pas plus petit, on change de pied, et tout va bien. En général, on ne bute pas dans les trottoirs, escaliers. On peut faire plein de choses. C'est pas ça. C'est faire autre chose. C'est être dans une adaptation immédiate et savoir comme si tu savais, avant même d'y avoir plein de petits, que tu y étais déjà. Ça n'a pas à voir. C'est un exercice qui paraît simple, mais qui est plus compliqué. Parce qu'il ne faut surtout pas réduire le pas. Surtout pas l'allonger. Il faut surtout rester dans la même régularité. Et ça ne va pas vous venir tout de suite, que tu saches lequel. En même temps que ça bouge. Lequel tombe dessus. Tu sais lequel. C'est comme si tu étais dans cette appropriation d'espace, en mouvement. C'est ce que font les personnes qui montent à cheval, à l'obstacle, qui anticipent le nombre de
Peut-être, moi je ne fais pas de Non, pas méditation. non, Oui. le C'est que tu arrives à segmenter, oui, tu arrives à segmenter l'espace en mouvement. Et c'est comme si tu y étais déjà. Et évidemment, c'est pas pareil. C'est ce qui fait bien sûr, sûrement l'aisance et l'évidence. Parce que ils occupent l'espace dans les trois dimensions et dans sa vitesse. Et ça, vous pouvez vous y entraîner de manière discrète, tout seul. Hein. C'est surtout lutter sur pas changer ton pied. C'est pas te tromper qui compte. C'est surtout de ne pas bouger. Il faut surtout pas bouger. Et c'est un parasite que ouais, je crois que ça va être le gauche. C'est comme si tu divisais l'espace qui se réduit au fur et à mesure que tu avances en fractions et tu sais déjà que tu es dans le pied là-bas.